pour notre rendez-vous de la nuit en ce dimanche soir, veille de tous les possibles, à l'aube d'une nouvelle semaine. Mais que sont justement tous ces possibles à la mesure d'une vie d'être humain ? J'en entends beaucoup dire dans cette émission, c'est trop tard pour ceci ou cela. Et c'est vrai, à chaque âge de la vie, il y a ses limites et il serait faux de ma part de vous faire croire à tous les possibles. Il reste malgré tout une possibilité, celle de faire justement avec ces fameuses limites. Qu'elles soient fixées par une maladie, un âge, un contexte ou personnel, nous avons tous des limites. Les connaître, les reconnaître nous offre une créativité, une acceptation active de soi, pour reprendre la formule d'un philosophe que j'aime beaucoup, Carlos Strenger. Accepter ce que nous sommes ouvre la possibilité de devenir ce que nous pouvons être. Parce que tant que nous pestons contre ce que nous sommes, la transformation est tout simplement impossible. Allez, on parle de vos limites ce soir et nous faisons avec. Quentin et Corentin ne se fixent quant à eux aucune limite pour répondre à vos appels au 39 21 et c'est Fabrice Fougerousse qui réalise cette émission. Si vous souhaitez dialoguer avec un auditeur, n'oubliez pas que vous pouvez nous joindre pour intervenir en direct à l'antenne en appelant le 39 21. Vous pouvez aussi réagir en nous envoyant un texto au 7 39 21 précédé du mot nuit écrit en majuscule ou nous envoyer un mail sur le site europe1.fr. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sans limite au 39 21. J'attends vos appels. Bonsoir Teddy. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Oui, merci beaucoup. Déjà, je voulais vous féliciter pour votre excellente émission que j'écoute depuis de nombreuses années. Merci. Voilà, donc déjà, je voulais vous dire que vous faites un travail formidable, tous. Et vraiment, c'est sincère ce que je dis. Et je voulais aussi m'associer, alors ça n'a rien à voir, mais avec ce qui s'est passé le 11 janvier 2015 et le 13 novembre 2015, aux familles des victimes, aux victimes de Charlie Hebdo et aux attentats du Bataclan. Ça m'a beaucoup touché, ça me touche encore énormément. Oui, vous avez raison. Et je voulais vraiment avoir une énorme pensée pour eux. En fait. Et c'est important de garder à la fois cette mémoire et à la fois de nous souvenir et d'être avec cet événement. Vous avez raison. Oui, voilà, et de rester dans cette mémoire de manière durable, parce que je trouve qu'on a tendance un peu à oublier des fois les choses de manière un peu rapide. Oui, vous avez raison. Oui, et surtout que ça, voilà, c'est un événement à la fois traumatisant qui imprime nos vies désormais. Oui, exactement. Ils sont dans nos vies. Oui. Voilà, alors moi je vous appelais parce que en fait je souffre de solitude, on va dire, de plus en plus profonde, que je n'arrive pas trop à expliquer, parce que j'ai 35 ans, bientôt 36 là, le 5 février, et je travaille, tout va bien de ce côté-là, j'ai quand même quelques amis. Mais après, je fais un métier où je travaille en horaire décalé, ce qui n'est pas simple, parce que j'embauche le matin à 4 heures pour finir à midi, par contre, mes journées. Donc, en fait, c'est un rythme un peu isolant, je m'aperçois quand même. Parce que le soir, vous sortez pas, en fait. Le soir, non, mais en fait, je sors pas trop, on va dire. Je me couche entre 22h et 23h. Pour me lever à 3 heures, donc c'est vrai que c'est pas facile. Et pour la vie sentimentale, c'est très compliqué. Voilà. Donc vous avez en fait, quand même des week-ends. Enfin, vous avez un arrêt de 2 jours par semaine. J'ai un jour de repos dans la semaine, plus après, moi, je travaille généralement le samedi, mais j'ai mon dimanche, donc de ce côté-là, tout va bien. Mais je souffre beaucoup de la solitude, en fait. Là, je suis en vacances cette semaine, par exemple. Pour beaucoup de gens, ça serait un cadeau. Pour moi, c'est presque un fardeau, en fait. Parce que j'aimerais presque reprendre le boulot. Donc là, je me dis, il y a quand même un problème. Et je trouve ça un peu triste et désolant. J'essaye de me remettre en question et de me mettre à nu aussi et d'essayer de comprendre un peu ce qui m'arrive. Oui. Mais c'est vrai que c'est assez c'est assez troublant et c'est pénible en fait. Je me dis que voilà, je suis en pleine force de l'âge, mais j'arrive pas à construire les choses comme j'aimerais qu'elles soient. D'accord. Est-ce que vous avez une image ou une vision assez claire de ce que vous voudriez justement qu'elles soient, ces choses que vous dites? En fait, j'aimerais une image beaucoup plus heureuse, en fait, déjà de moi-même, parce qu'à l'heure actuelle, je suis pas spécialement heureux. J'aimerais arriver à être heureux et fier de moi, et c'est quelque chose que je n'arrive pas du tout à ressentir. De quoi vous n'êtes pas fier?
J'ai un parcours de vie assez atypique et j'ai l'impression d'être, c'est terrible ce que je vais dire, mais d'être déjà mort en fait à l'intérieur de moi. Et du coup, c'est terrible du coup pour avancer et avoir des projets. J'ai un parcours de vie assez atypique. J'ai perdu ma maman à la suite d'un suicide le 7 septembre 2004, qui a été assez traumatisant pour moi et toute la famille encore, même 12 ans après. Et c'est comme le film, il y avait un film en 97 qui était sorti qui s'appelait comme ça, Déjà mort, avec Clément Sibony et Benoît Magimel et Zoé Félix aussi. Et c'est exactement dans l'état où je suis à l'heure actuelle, c'est-à-dire que je suis mort en fait à l'intérieur de moi. Vous faites le lien avec le suicide de votre maman? C'est quelque chose qui est venu après? Je pense que c'est quelque chose qui m'a brisé. Je pense que ça m'a brisé net, surtout que j'avais 24 ans quand ça s'est arrivé. Et même si quelque part j'ai quand même fait le deuil, parce que quand je pense à ma mère, c'est toujours dans les choses positives et jamais dans les choses négatives. Ouais, il y a quelque chose de mort, et puis bon, ma famille n'est pas très unie, je vois plus ma sœur depuis 5 ans, mon père vit toujours dans la maison où ma mère s'est suicidée, donc c'est très très spécial en fait, c'est très sombre, voilà. Très sombre. Et du coup, ma vie sentimentale est assez pathétique aussi. Je fais des rencontres que via les sites de rencontres en fait, pour pas citer Mythique, mais c'est un peu ça. Et depuis 7 ans, depuis 2008, j'y suis, 8 ans, et je fais des rencontres que par ce biais-là. Et à la base, je suis plutôt quelqu'un d'assez timide et assez discret en fait dans la vie. Et du coup, j'ai que ce ressort-là pour faire des rencontres, mais c'est presque de l'ordre social aussi, parce que sinon je vois pas grand monde en fait, et c'est très c'est très spécial. C'est un peu comme si le suicide de votre mère avait tué une partie de vous à l'intérieur, et vous avez enlevé de la vie, une forme de vie. Un peu. Après, le problème, c'est que je manque de projet. J'ai pas de projet à l'heure actuelle. J'ai rien. C'est vide à l'intérieur, et je comprends mon mal-être, mais j'arrive pas à trouver des issues en fait. Oui, il y a une panne de désir. Il y a rien qui vous passionne. C'est exactement le terme adéquat. En fait, c'est une panne de désir totale. Oui, c'est ça. Oui, du coup, effectivement, vous faites ce qu'il faut pour vous tenir. Vous savez, comme quand on garde la tête à la surface de l'eau en nageant, mais le désir est pas là, le moteur est pas là. Ouais. Exactement, oui. C'est totalement ça. Vous avez cerné le problème. Oui, c'est ça. En fait, il n'y a pas de désir. Il y a pas. Alors, je sais pas si c'est de la dépression ou c'est de la déprime. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un petit peu quelque chose de larvé. Vous voyez, quelque chose qui se traîne comme ça, sans doute depuis 12 ans. Est-ce que vous avez depuis le suicide de votre maman, été consulté, essayé de faire un peu de travail sur vous? Oui, j'étais voir un psychiatre à l'époque, et ça m'avait fait beaucoup de bien. Et puis même là, il y a 2 ans, j'avais été voir un sophrologue aussi. Ça m'avait fait du bien. Donc j'avais fait un travail là-dessus aussi. Après, moi, je reviens aussi de l'enfer. J'ai failli mourir aussi. J'avais fait une tentative de suicide quand j'avais 21 ans. J'ai vraiment... mais c'est que moi, j'ai un parcours vraiment gâché, en fait. Moi, j'ai gâché un peu ma vie. C'est-à-dire que j'étais promis à faire de belles études, à avoir un grand avenir professionnel. Et malheureusement, j'ai raté mes études, mon bac, et je me suis retrouvé à faire des petits boulots. Après, j'ai repris mes études en 2003, à l'âge de 23 ans, pour faire un bac pro commerce que j'ai réussi à avoir. Mais vraiment, j'aurais pu et j'aurais dû faire beaucoup mieux. Donc, alors vous vous en voulez beaucoup. Je m'en veux beaucoup. Et du coup, ça, vous voyez, au lieu, justement, ça renvoie un petit peu à mon introduction, c'est-à-dire, au lieu de faire avec vos limites, les vôtres, mais chacun on en a tous, vous vous battez contre. Au lieu de faire avec, comme si une autre vie aurait été possible et vous attendait, et c'est de votre faute parce que vous l'avez gâchée. Et vous oubliez des circonstances, une histoire singulière, une histoire de famille, autant d'événements émotionnels qui sont vous aussi, qui sont une partie de vous aussi, qui ne vous ont pas mené là où vous estimez maintenant, j'aurais dû forcément être là aujourd'hui. Non, non, parce que c'est avec ses propres limites qu'on fabrique une vie.
Et les projets, ils viennent pas de ce qui aurait été possible. Si vous raisonnez aujourd'hui en vous disant qu'est-ce que j'aimerais faire et qu'est-ce qui serait possible, mais vous ne tenez pas compte du cadre dans lequel vous êtes, c'est-à-dire de vos limites et même de vos ressentis, mais à ce moment-là, c'est complètement déprimant. Il n'y a plus de désir possible parce que tout est possible justement, mais rien ne l'est en même temps. Le tout devient le rien. Et vous annulez votre désir. Donc, ce qui pourrait vous aider déjà peut-être de reprendre un peu un travail sur vous et de vous poser cette question de dire en étant le Teddy d'aujourd'hui, avec la vie telle que je l'ai, avec ces données-là, avec cette histoire singulière, même terrible, hein, et bien sûr terrible, j'ai presque envie de dire, dans ces limites-là, qu'est-ce qui reste essentiel pour moi? Qu'est-ce qui m'anime? Vous voyez, au-delà je comprends que le désir soit difficile à toucher, mais il y a au moins des petites choses qui sont, j'allais dire, importantes pour vous. En fait, je repars sur les ruines de mon passé pour essayer de trouver quelque chose, en fait. Sur l'essentiel, sur aujourd'hui, à l'instant H, là, c'est quoi ce qu'il y a d'essentiel dans ma vie? Souvent, j'aime bien employer cette expression, le non négociable. Ce sur quoi, pour moi, c'est des valeurs, c'est des choses qui me maintiennent en vie parce que c'est ce que j'aime profondément. Ça peut être toutes sortes de choses. Et dans ça, un projet, un désir peut émerger. Mais ça fait partie des limites. Bien sûr, vous êtes limité de fait, mais c'est pas ce passé qui est un empêchement. La limite n'est pas un empêchement. La limite est un cadre dans lequel on va créer. Une fois qu'elle est acceptée, une fois que vous avez fait ce périmètre-là, à l'intérieur de ce périmètre, vous avez une liberté. Mais la liberté n'est pas au-delà de la limite. Voilà. Vous voyez, je sais pas si vous me suivez. Parce que sinon, c'est très douloureux. Parce que quand on entend des pubs, Just Do It, Yes You Can, enfin voilà, oui, d'accord, mais enfin, on a tous une histoire de vie et quelquefois, non, c'est pas possible. Oui, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, il y a des choses pour vous, oui, j'ai 35 ans, j'ai cette histoire-là, il y a des choses qui ne sont plus possibles. C'est certain. Mais c'est pas parce que certaines choses ne sont plus possibles que rien n'est possible. Non, mais vous avez raison. Et c'est le possible à trouver avec ce que vous vivez. Alors, si on reprend sur l'histoire des rencontres, pourquoi vous appeliez, que vous me dites, je vis un travail en horaire décalé. Est-ce que finalement, résoudre cette histoire, c'est de dire, est-ce qu'il faut que j'imagine une autre vie professionnelle, d'autres types d'horaires, parce que ça me conviendrait mieux, parce que ça me permettrait d'avoir la vie que j'envisage? Qu'est-ce qui m'empêche justement dans la rencontre de créer du lien? Est-ce que j'ai peur de perdre les liens parce que j'ai perdu vous n'avez pas perdu le lien avec votre maman, mais vous avez perdu la relation quand elle s'est tuée. Et ça, c'est très douloureux de garder espoir dans le lien quand on perd sa maman de cette façon-là. Tout à fait. Et donc, c'est toutes ces choses-là à reconsidérer, à donner du sens aussi. C'est ça qui va vous aider à essayer sans pour autant peut-être vous comprenez pas tout du geste de votre maman, mais en tout cas, quel sens ça a pour vous? Qu'est-ce que vous en faites? Oui. De toute façon, elle avait laissé une lettre où elle a mis ses dernières volontés et elle explique très bien que ce n'est pas contre nous et qu'elle souhaite qu'on soit heureux, tout simplement. Moi, je pense que j'ai été dans la résistance, en fait, que je suis encore dans la résistance, mais pas dans l'aboutissement, malheureusement. Et c'est vrai que ça me peine beaucoup. À quoi? Parce qu'Aliso justement dit, est-ce que c'est un suicide vécu comme un désamour, un sentiment que vous pouviez pas être aimé, une panne de cœur et une panne de vie? Excusez-moi, j'ai pas compris. Est-ce que le suicide de votre maman, demande Aliso, était vécu comme un désamour, un sentiment que vous n'étiez pas ou vous ne pouviez pas être aimé, comme une panne de cœur et donc une panne de vie? En fait, concernant le suicide de ma mère elle était dépressive depuis que j'étais tout petit. Donc, moi, depuis l'âge de 7 ans, je savais que ma maman était malade. Je savais que ça allait arriver. Quand je rentrais à la maison, ma mère me disait, je suis pas morte aujourd'hui, ce sera peut-être demain. Donc, j'ai vécu dans cette insécurité-là depuis tout petit, en voyant des images assez choquantes et des liaisons dangereuses, parce que ma mère avait une liaison avec un homme qu'elle aimait profondément et qui s'est suicidé aussi par amour pour elle. Donc ça a été quelque chose de cataclysmique en fait dans la famille et pour mon père aussi. C'est terrible l'histoire de ma famille. C'est extrêmement dur. Voilà. Et vraiment ça inspire rien. Ça inspire absolument pas la vie. Vous avez raison. C'est la mort. Oui, en fait, vous avez été plongé dans la mort tout petit. Oui, exactement. Alors, vous voyez, mais ça, c'est très intéressant, Teddy, parce que c'est aussi notre frontière à tous. On l'a tous, mais on vit
tous beaucoup dans le déni. Vous y avez été plongé dans la morbidité, parce que c'est pas la mort, c'est la morbidité, la pulsion de mort. Ah oui, la morbidité totale, oui. Totale. Complètement, ouais. Mais comme c'est notre frontière à tous, vous, elle a été très fixée tout petit. Et là-dedans, vous voyez toute l'énergie que vous avez mis et vous appelez ce soir et vous dites j'ai trouvé un job et vous vous battez. Vous avez donc, vous, Teddy, personnellement, une immense pulsion de vie à vous, rien qu'à vous. Peut-être que c'est celle-là que vous pourriez considérer. Qu'est-ce qu'elle raconte? Après, j'aime ça la vie profondément. Voix, j'adore. À la base, ce qui est désolant, c'est que moi, j'aime la vie. J'adore rigoler. J'adore la convivialité, le partage, l'écoute, toutes ces choses-là, hein, vraiment. Et après, je suis un peu, des fois, pas très à l'aise en société, un peu, peut-être un peu sauvage, un peu timide, un peu ceci, cela, et c'est vrai que c'est pas évident, et effectivement, comme vous dites aussi, voilà, après c'est vrai que l'histoire de ma famille est douloureuse et qu'il n'y a pas de lien vraiment très étroit en fait, voilà. Oui. J'ai des liens juste avec ma cousine en fait que j'aime profondément, et voilà, parce que pendant toutes ces années où ma mère était dans cette dépression là, toute la famille autour ne se dégageait en fait, on les voyait pas. Et donc moi je réapprends à voir mes cousins et cousines que maintenant, donc c'est très particulier. Hein. Oui, j'aime bien votre mot de je réapprends. Il y a comme un réapprentissage pour vous. Totalement. Ouais. Et donc ça c'est du temps d'une part, et d'autre part quand vous dites je suis plutôt timide ou introverti, c'est vrai que tous ces liens sont quand même dangereux pour vous, mais c'est une des données de vous-même. Vous voyez, dans le connais-toi toi-même de Socrate, hein, et tu connaîtras l'univers et les dieux, se connaître, c'est ça aussi, c'est faire avec qui on est et pas se dire, oui, je suis ceci, je suis cela, ou je suis timide, mais je me rêve autrement. Si vous rêvez comme le gars super extraverti, qui fait des rencontres facilement, non mais, vous voyez, se rêver autre. Voilà. Mais par contre, je m'aperçois que je suis un mec assez courageux, quoi. Bah, ça s'entend. Ouais. Je pensais pas l'être autant, mais ouais. Là, je me dis, j'ai au moins cette qualité-là. C'est énorme. C'est un mec assez courageux. Ouais. Parce que le courage, c'est aussi le courage, c'est avoir du cœur. Hein, c'est la racine du mot courage. Et puis c'est pouvoir se donner une discipline. Or, la discipline, c'est-à-dire la règle de vie, le cadre de vie, c'est justement ce qui nous permet de faire avec les limites. Le courage, c'est de faire face à nos limites. Il est là le courage. Et celui-là, vous l'avez. Donc, dans ce creuset-là, vous allez, et on l'entend très très bien, votre pulsion de vie. Ah oui, un énorme. D'accord. Tant que vous ne vous battrez pas contre votre passé en vous disant que c'est une malédiction, parce que nos passés ne sont pas des malédictions, on va être un peu pragmatique, c'est la vie qu'on a eue, qu'on nous a donnée, on s'est trouvé là, dans cette vie-là. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Ouais. Parce que sinon... c'est vrai que c'est exactement ça, on a l'impression que c'est une malédiction en fait. Hein. Oui. Et mais ça n'en est pas le ressenti aussi dans la famille, hein. C'est ça aussi. Hein. Donc effectivement, non, mais vous avez raison. C'est ça, faut accepter et vivre avec, ouais, ça, tout simplement. Mais bon, c'est pas simple, voilà. Mais je trouve que c'est très rageant et très frustrant en fait, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à... Oui, c'est rageant et frustrant, et encore une fois, je trouve vos mots, hein, et c'est très important, les mots que vous employez, ils sont excessivement justes et dits. Donc vous avez une conscience très aiguë sans que vous le sachiez, donc c'est ce que je vous renvoie. Si vous dites c'est rageant et frustrant, c'est exactement ça. Oui, c'est frustrant, et encore une fois, dans cette frustration, elle est là, la limite, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma frustration ? Oui, c'est rageant et frustrant, mais c'est bien ma vie, la mienne à moi, unique et indivisible. Et qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? De la même façon qu'on a une maladie, qu'on a un handicap, on a tout d'un coup une immense frontière qui nous contraint. Et c'est dans le cadre de la contrainte qu'on va aller puiser une ressource. Mais pas en dehors. Parce qu'en dehors, on se fait mal. En dehors, on compare. En dehors, on dit « Oui, mais je devrais plutôt être comme si. Oui, j'aurais pu faire des études brillantes. J'aurais pu être un homme plutôt comme si, avec les capacités que j'ai. » Mais les capacités que vous avez, parce que vous sentez que vous avez du potentiel, oui. C'est ça qui est frustrant. Ok, alors qu'est-ce que vous allez faire de ce potentiel dans le cadre contraint et pas en dehors? Ne regardez pas votre potentiel à l'aune de ce qu'il aurait pu être, mais de ce qu'il est aujourd'hui. Oui. J'ai cette vie-là, et voilà le potentiel que j'ai en face. D'accord, comment je l'utilise? Comment je plante mon champ? Comment je le cultive?
Comment je récolte ma terre, elle est celle-là. Elle est pas top, voilà. J'ai un champ, il est pas génial et tout. Mais j'ai du cœur à l'ouvrage. Je sais bêcher, je sais jardiner, je sais faire tout ça. Et puis, je vais m'y mettre dans ce terrain-là que j'ai, qui est le mien. Ouais, mais vous avez raison. Mais après, voilà, j'ai des valeurs. Je pense être un mec courageux, honnête, franc, à l'écoute, généreux. Je juge pas les autres. Enfin, après, voilà, moi, j'ai un milieu très pauvre à la base, donc je suis fier de mes qualités, de mes valeurs. Ça, c'est sûr. Après, j'ai un manque de confiance en moi terrible aussi, et même si je suis conscient de mon potentiel et des choses que je pourrais faire, j'ai aussi un gros problème de confiance en moi. Comment ça se fait, vous me dites, je suis fière de mes qualités, de mes valeurs, et je manque de confiance en moi. Alors, expliquez-moi l'équation. C'est bizarre, en fait. Non, pas du tout. Pas du tout, je cherche un peu à vous confronter. C'est là. paradoxal comme garçon. Non, c'est intéressant. C'est qu'est-ce que vous faites de cette fierté ? Ça veut dire que vous ne la considérez pas. Vous l'avez bien cachée. Et puis vous dites, oui, mais en fait, j'ai pas confiance en moi parce que vous êtes fier. Vous dites, j'ai la fierté de mes qualités, de mes valeurs, et un peu vous n'en faites rien de ça. Typiquement. Ouais, j'arrive pas à en extraire quelque chose. Voilà. Exactement, à cultiver. Voilà quelque chose à cultiver. Voilà, là vous avez mis le doigt sur quelque chose qui est à cultiver, typiquement. Parce qu'il y a un endroit de vous où vous êtes heureux d'être qui vous êtes. Mais c'est là que se trouve la pépite. Il est là le talent caché. Il est là-dedans. Il est bien caché. Hein. Il faut forer, hein. C'est comme les puits de pétrole. Hein. Faut y aller. Hein. C'est chercheur d'or, hein. La profession d'un être humain. Chercheur d'or. Il faut chercher la pépite. Quand on va pas bien, en fait, ce que vous prenez, c'est en fait de se dire que là où il y a de la fierté, il y a de l'espoir au final. Oui, parce qu'il y a de l'estime de soi, il y a une pépite, il y a quelque chose il y a un trésor qu'on a caché en soi, et il est là le chercheur d'or. C'est dur d'être chercheur d'or, hein, autant de pionniers, hein. C'était dur, hein. Mais on sait, mais on a la foi. Bon. Oui, mais il a la foi, c'est la foi du chercheur d'or. C'est d'aller trouver la pépite. Or, vous savez qu'elle est là. Et ça, vous voyez, elle est là la pulsion de vie. Il est là le désir, Teddy. Là est la petite graine, la petite racine de ce qui va vous emmener ailleurs. Et vous restez là-dessus comme une étoile. C'est comme une étoile dans le ciel. Vous ne la perdez pas de vue. Ouais, c'est quelque chose qui donne du sens à la vie et qui redonne de l'espoir. Et du sens qui n'est que le vôtre aussi. Encore une fois, j'en reviens à votre personne, votre singularité. Le sens de votre vie, c'est pas celle de vos voisins. Elle est unique. Chacun a vraiment son sens propre. Et c'est le chemin d'une vie. Et quelquefois, c'est tard dans la vie. Comme vous me dites, j'ai 35 ans, mais des gens qui se réalisent... c'est long la vie d'un homme, d'un être humain, encore plus aujourd'hui, et la maturité aidant, et on peut se chercher longtemps, et on se cherche souvent très longtemps. Et quelquefois on a des conversions professionnelles ou des changements d'axe, justement au mi-temps de la vie, entre 35, 50, voilà, des choses qui se passent, comme des révélations, parce que notre conscience de vie est plus grande. Et vous, c'est ça qui est en train de se passer, c'est que vous commencez à avoir une conscience qui s'épaissit, qui s'étoffe. Et donc un désir qui naît de dire, j'ai envie de faire autre chose de ma vie que celle que j'ai aujourd'hui. Après, je suis pas forcément malheureux au niveau professionnel. Hein. C'est juste que j'arrive pas à conjuguer une vie sentimentale stable avec les filles. C'est un peu ça aussi un sujet vaste. Ouais, ça fait un peu peur, non ? Ça fait un peu peur. Non, mais après, voilà, il y a rien de prétentieux à ce que je vais dire, mais j'ai connu pas mal de filles dans ma vie, mais à chaque fois, j'ai été, ça n'a pas duré, et je me pose des questions parce que je me dis qu'à force, c'est moi qui a un problème. Donc voilà, là aussi, c'est vraiment... Ouais, vous diriez que c'est quoi ? Quand vous dites c'est moi qui ai un problème, qu'est-ce que vous imaginez du problème ? En fait, le problème, c'est que je m'ennuie en fait assez rapidement. Ouais. Et donc du coup, voilà, je préfère arrêter la relation pour surtout ne pas faire souffrir la personne avec qui je suis, parce que je sais qu'à un moment ou un autre, elle aussi, elle va s'ennuyer terriblement. Et moi, je veux pas faire perdre de temps aux gens en fait, et je cherche pas
Je cherche pas à ce que la personne soit... Est-ce que l'ennui est une protection de dire je vais pas plus loin, j'ai fait le tour de la question assez vite et peut-être, ouais. C'est une manière de se protéger. Ouais. Est-ce que c'est ça ou pas, hein? Ouais, peut-être un peu, ouais. Peut-être un peu. De se dire, parce qu'après une fois qu'on rentre un peu plus avant, on peut être un peu challengé par l'autre, quoi, un peu bousculé. Mais avec les filles, je suis zéro. Hein. C'est-à-dire que autant en amitié, je suis quelqu'un quand même si j'ai pas beaucoup d'amis, je pense qu'être quelqu'un de fidèle, cool, tout ce que vous voulez. Mais en amitié, en amour, je suis complètement bidon. Hein. C'est-à-dire que, en fait, avec les filles, quand j'étais ado, ça se passait vraiment pas bien. Et en même temps, quand je revois les photos de classe, je me dis c'est normal que j'avais pas de succès avec les filles. Mais après, j'en ai, je sais pas, à l'âge de 20 ans, 22 ans, les choses se sont inversées. Et je pense que je me suis un peu vengé, en fait, auprès des filles. C'est-à-dire que ces filles-là qui me calculaient pas à l'époque, qui venaient vers moi, je me suis vengé un peu, quoi. Et donc, du coup, j'ai accumulé beaucoup de relations, beaucoup trop. J'ai été dans l'excès. Et alors après, j'ai jamais été dans l'infidélité ou quoi, ou des choses comme ça. Hein. Je suis quelqu'un de trop honnête pour faire ce genre de trucs. Vous avez papillonné, quoi. Ouais, et que maintenant, plus que papillonner, voilà. Hein, c'est autre chose. Mais voilà. Mais j'en suis pas fier. Hein. Attention, j'en tire aucune fierté. Hein. Ce que j'entends, t'es dit, vous voyez, quand vous me disiez, il y a un peu une panne et tout, il n'y a pas de désir. Moi, j'entends beaucoup de désir dans vos propos, c'est-à-dire le désir de la rencontre, d'une relation plus stable, de la vraie rencontre. Moi, j'entends du désir. J'adorerais rencontrer une fille et qui ça marche, et bien sûr. Oui. Mais je pense qu'elle s'ennuierait terriblement, quoi. Enfin, je pense vous projetez ce que vous vivez. Ouais, mais c'est qu'à l'heure actuelle, je suis dans une position où moi, j'ai pas beaucoup de désir dans tous les sens du terme, on va dire. Et par conséquent, je pense que ça serait compliqué pour avoir une relation qui dure dans le temps. Voilà. Ou alors, il faut quelqu'un qui soit très, très, très patient avec moi. J'en sais rien, mais c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Bon, on peut pas faire toute l'émission avec vous, Teddy. Je vous garderai bien, mais il y a d'autres appels qui nous attendent. Mais j'ai beaucoup de plaisir et d'intérêt à échanger avec vous. En tout cas, s'il y a des personnes qui veulent me contacter, ça serait avec plaisir. Teddy, il y en a plein. Voilà. Corentin me fait signe, il y en a 5. Alors je vais pas malheureusement pouvoir tous les lire, mais il y a une vingtaine d'SMS qui sont arrivés pour vous depuis qu'on échange. Alors je vais en partager quelques-uns avec vous. Il y a Olivier le patrouilleur qui dit: les sévères avec lui-même, cet auditeur, le désir reviendra avec la bonne personne. Alors il y a Karemka qui dit: mon Dieu, quelle chance va avoir la jeune femme qui rencontrera cet homme formidable, c'est un trésor. Marie, malgré... non, alors là toutes les femmes sont à fond là, je peux vous dire. Marie qui dit: malgré toutes vos grandes souffrances, je vous trouve courageux, vous êtes une belle personne, très courageuse, très sensée. Véro qui dit: quelle belle personne. Teddy, courageux, jeune homme dans tous les sens du terme, il ne vous manque pas grand-chose pour trouver la solution. Courage. Et Ridan qui dit: de la résistance à la résilience, il y a peu. Dites-vous bien que vous n'êtes pas que l'oiseau perché sur une branche, vous êtes l'arbre, comme c'est joli. Anna, vous avez une très belle voix et on sent une grande profondeur chez vous m'inspirez confiance et je vous souhaite le meilleur et je crois bien qu'il vous attend. Kina, quelle belle voix, plein de finesse, de clairvoyance, d'humour, plein de charme, il faut qu'il y croie. Mais je pourrais passer, je continue, allez, encore un ou deux, ça va vous faire du bien là, vous en avez besoin. Carlotte a posé toutes les colères à votre maman, c'est vous qui répondrez. Vous avez les réponses pour vous libérer de cette douleur qui vous inhibe. Courage. Une jeune femme, une jeune vieille, allez, 70 ans, que ce jeune homme est merveilleux, beaucoup de grandeur et de force dans cette belle voix, j'en suis émue et pleine d'affection. Quel dommage que je sois vieille avec mes 70 ans, j'en tombe, j'ose le dire, amoureuse. Allez, des amoureuses, il y en a plein dans les SMS. Il y a Robinson qui dit: il faut mettre en place des possibilités de rencontre avec divers loisirs en groupe, cours de langue, balades dans la nature, activités artistiques ou sportives. Vous êtes intelligent et vrai, quelqu'un vous attend et la vraie vie aussi. Et puis Josia qui dit: Henry Ford disait capable ou ne pas être capable, dans les deux cas vous avez raison. Il y a encore Teddy, as-tu du cœur? Oui, ce Teddy Rodrigue à la voix chaude et le rire des mecs bien.
Joyeux potager, Teddy, accrochez-vous, ouvrez les portes. Et Julie ajoute, vous êtes courageux, une voix magnifiquement chaleureuse. Merci pour ce bel échange. Allez, encore plein de SMS, je peux malheureusement pas tous les lire, mais j'espère, Teddy, que ça vous a redonné du cœur à l'ouvrage. Je sais que vous en manquez pas, mais beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir. Je vous remercie infiniment, en tout cas, de votre intelligence et de votre façon de discuter avec moi. Enfin, ça va me donner plein de solutions, je pense. Donc, vraiment, merci. Lâchez pas l'affaire, comme on dit, hein, Teddy. Ouais, lâchez pas l'affaire. Je vais essayer. Bonne chance à vous et donnez-nous au courant. Rappelez-nous, donnez-nous des nouvelles, ok? Merci. Merci. Belle nuit à vous. Au revoir. Au revoir. Teddy. Bonsoir, Karine. Bonsoir, Sophie. Je voulais aborder le thème de la solitude ainsi que l'a abordé Teddy. Donc j'ai un peu de scrupules parce que mon contexte de vie est bien différent quand j'entendais les souffrances qu'il évoquait. Mais c'était suite à ce que j'ai entendu hier lorsqu'une femme disait que qu'elle avait trouvé son équilibre dans sa vie en étant seule. Et vous avez répondu que ça pouvait être aussi intéressant d'être à un moment donné déséquilibré. Oui, et, par l'autre. Et donc moi j'ai une vie, j'ai un travail, j'ai des amis, j'ai des activités. Et je n'arrive pas à rencontrer le compagnon que j'aimerais rencontrer. J'ai été mariée 25 ans et puis j'ai rencontré un homme, mais beaucoup trop tôt, je pense, après avoir divorcé. Et du coup, ça ne fonctionnait pas. Il y a eu plusieurs ruptures parce que je pense que j'étais pas prête, j'avais pas réfléchi suffisamment aux raisons pour lesquelles j'avais divorcé d'avec mon mari. Et voilà, donc ça fait 3 ans que... Alors je me dis que j'accepte cette solitude, mais je me dis, mais pourquoi, sans que ce soit obsédant, parce que je vis ma vie et j'arrive à avoir des moments de vie très agréables, mais ce sentiment de solitude, je ne comprends pas pourquoi est-ce que je ne réussis pas à rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Mais Karine, c'est la façon, y a sûrement rien qui cloche chez vous, c'est la façon que vous avez de raisonner le sujet, parce que vous avez dit 2 mots que je relève là, c'est « je n'arrive pas » et « je ne réussis pas ». Comme si la rencontre et une vie sentimentale dépendaient entièrement de soi et que c'était quelque chose à obtenir ou à réussir. On n'est pas là dans l'avoir, on est dans quelque chose qui est du domaine de l'être et qui nous échappe. La rencontre, s'il y a bien quelque chose qui n'échappe à nos vies, c'est quelque chose qu'on peut souhaiter, c'est quelque chose dont on est dans l'espoir, et bien sûr qu'on l'est, parce que être seul peut être extrêmement douloureux, mais c'est pas quelque chose qu'on veut pouvoir obtenir. Et d'ailleurs, le vouloir pouvoir obtenir justement cette chose-là, nous la cache ou nous l'empêche, parce que, vous voyez, le raisonnement que vous faites, c'est de dire, il y a forcément quelque chose qui cloche chez moi, puisque je ne vis pas ça. Si je ne le vis pas, c'est que j'ai quelque chose qui ne va pas en moi. Oui, je le pense. Oui. Mais quand je dis je ne réussis pas, c'est parce que comme j'ai divorcé et puis que la relation que j'ai eue après n'a pas fonctionné, je me dis que je n'y arrive pas, que je ne réussis pas. Oui. Mais après... Et alors, si vous continuez ce raisonnement, qui en soit intéressant, parce que lui, il va raconter autre chose si vous démêlez la plotte. Qu'est-ce que vous ne réussissez pas à faire ou à être? Vous diriez quoi, si on creuse un peu cette idée-là? Qu'est-ce que vous dites sur vous? Alors, je me dis pas sur moi, je me dis que je ne sais pas comment on rencontre quelqu'un et pourquoi est-ce que... l'homme ne s'intéresse pas à moi, je me pose de cette façon-là. Ou sur moi, j'ai compris pourquoi est-ce que ça ne fonctionnait pas. Ça, j'ai fait le tour de ça, je pense. Ça, c'est bien. Donc, on retrouve la limite dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire,
Vous avez fait le tour de votre limite à vous? Oui, mais vous regardez en dehors de cette limite, alors. Vous regardez à l'extérieur. Parce que vous dites, pourquoi l'homme ne s'intéresse pas à moi? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'un homme, voilà, ne s'intéresse pas à vous? En quoi, vous voyez, quels sont les événements ou à quoi ça correspondrait un homme qui s'intéresse à moi? Quelle idée vous vous faites de la chose? Alors, quand je dis ça, c'est parce que je vois autour de moi, parce que mes amis sont en couple, et j'ai des amis essentiellement en couple, en fait. Et je me trouve originale à être toute seule avec des couples, et j'aime pas. Oui, c'est cette différence. Et je voudrais être dans la norme. Ah, sacré norme. Je veux être comme les autres, moi aussi, je veux t'accompagner. Oui, mais c'est surtout que ça me fait souffrir, en fait, parce que quand je quitte le travail le vendredi et que tout le monde se souhaite un bon week-end et que moi je sais que je me retrouverai toute seule, ben c'est douloureux, en fait. Mais il y a René qui demande, vous vous sentez bien avec vous-même? Oh oui, parce que je fais vraiment, après j'en prends mon parti, même si c'est douloureux. Il y a beaucoup de choses que j'apprécie, et contrairement à Teddy, moi j'ai plein d'envies, plein de désirs, je peux m'intéresser à beaucoup de choses, et je m'intéresse à beaucoup de choses, et du coup je m'occupe très bien le week-end quand je suis toute seule. Et je suis bien avec moi, oui, parce que je pense que je me connais. Je me regarde beaucoup, je m'analyse beaucoup, mais je me connais bien. Mais il y a de la place pour un homme dans cette vie-là que vous avez? En fait, j'essaie de... Pour ne pas souffrir, je comble un petit peu. Donc, je m'intéresse et je fais beaucoup de choses pour ne pas qu'il y ait trop de vide. Et dans toutes ces choses que vous faites, il n'y a pas eu des rencontres de hasard? Parce que c'est souvent des hasards, les rencontres. Non. Non? Non. Et c'est là où vous en arrivez à la conclusion de vous dire, il y a quelque chose qui cloche pour que ce hasard-là ne tombe pas sur moi? Ben oui. Oui. Alors, quand vous êtes dans ces activités, quel regard vous portez sur l'extérieur? Est-ce que votre regard est très centré sur vous ou centré en observation de ce qui se passe autour? Les deux. Les deux, oui. Oui. Je suis quelqu'un... Alors, je suis quelqu'un de réservé, mais je suis sociable. Je suis à l'aise dans la relation pour échanger. J'aime bien. Et quand vous dites, parce que je reprends vos mots tout à l'heure, je n'y arrive pas ou je ne réussis pas, quelle explication vous donnez à ce je n'y arrive pas ou je ne réussis pas aujourd'hui? Quand je dis je n'y arrive pas, c'est par rapport aux expériences que j'ai vécues. Ça, oui, ce que vous m'avez dit. Dans l'ici et maintenant. Oui, mais justement, vous me dites que vous avez plein d'activités. Alors, quand vous êtes dans ce plein d'activités, est-ce que vous rentrez le soir chez vous, enfin, j'en sais rien, au sol, et vous dites, mais j'y arrive pas? Ah non, je pense pas ça dans ma tête. Non. D'accord. Non, c'est parce que je vous en parle que je dis ça, mais j'ai pas ça dans ma tête. C'est pas... Ah non, c'est pas à ce point-là, non. Il y a Marie qui demande, est-ce qu'on peut savoir pourquoi elle a divorcé? Parce qu'elle dit qu'elle ne peut pas garder un homme. Alors pourquoi j'ai divorcé? Parce que je pense que je me suis mariée très très jeune et que je ne savais pas trop ce qu'était surtout la vie de couple, et je me suis mariée, je pense, pour être mère, et on était surtout parents d'enfants plutôt que couple, en fait. Et voilà, je pense que c'est ça, ouais. Et pourquoi, quand vous dites que vous ne pouvez pas garder un homme, dit Marie, qu'est-ce que ça signifie? Ah non, je dis pas que je peux pas garder un homme. D'accord. Ah oui. Oui. Ah non, je pense pas ça. D'accord. Je pense que j'ai pas réussi pour les raisons là, avec mon mari, pour les raisons que je viens de dire, puis ensuite avec l'homme que j'ai rencontré après. En fait, je l'ai pas rencontré. Je me suis inscrite très vite dans une agence matrimoniale. Donc, j'ai jamais eu de rencontre spontanée comme ça.
je sais pas. Après, est-ce que c'est dans... Après, je me pose des questions sur l'attitude à avoir si on veut être dans une rencontre avec quelqu'un, ou peut-être que il y a des choses que je dois accepter. Je me dis peut-être que je dois accepter que ma vie ce soit celle d'une femme seule, mais même si c'est pas ce que je souhaite, je sais pas comment réfléchir en fait et comment. Oui, c'est ça que j'entends maintenant. Oui, exactement. C'est que vous cherchez à penser, à réfléchir ça, comme vous dites. Là, je pense que vous avez mis le doigt dessus. Et en fait, vous voyez, la solution, enfin la façon que vous avez de répondre à ça, crée en fait un problème pour vous. Parce que vous dites, j'entends que vous êtes en recherche d'un comment faire, d'un comment être, d'une réponse à un comment. Or, on est typiquement là sur un domaine de la vie où il n'y a pas de comment. Il n'y a aucune recette. Mais en fait, il y en a quasiment très peu dans la vie. C'est faux quand on dit, mais même les recettes de l'estime de soi, il n'y en a pas des recettes. Il n'y a pas de concept qui disent à un être humain, c'est comme ça qu'il faut faire pour être heureux, ou pour être bien dans sa peau, ou pour avoir confiance en soi. Par contre, il y a à chaque fois une réponse très singulière et très personnelle que chacun d'entre nous peut apporter à soi-même, à sa vie, et qui est à chercher dans son histoire à l'intérieur de soi avec ses propres ingrédients. Et donc il n'y a pas un comment. Moi, je vais pas vous donner, j'allais dire une ordonnance ou vous dire c'est comme ça qu'il faut faire et vous allez rencontrer l'âme sœur. Mais il y a Karine qui a une histoire de vie, une façon de regarder la vie, une croyance sur les hommes, une limite aussi, un certain cadre, une envie d'eux ou un désir de pas. Voilà, il y a tout un paysage chez Karine qui fait que il y a quelque chose qui se raconte autour de la rencontre. Et qui dit quelque chose de Karine et qui va ou pas, ou lui permet ou pas, et favorise ou pas. Mais ça, c'est le courant de la vie. Donc, lâchez, Karine, le meilleur conseil que je puisse vous donner ce soir, c'est arrêter d'essayer de raisonner dessus. Que vous pensiez vous, oui, mais ne raisonnez pas à l'extérieur de vous. Pensez-vous comme étant dans la relation. Pensez-vous en tant qu'individu, en tant que ressenti, désir, émotion, et pas sur le comment je devrais faire, mais sur juste le comment je suis, qui je suis, sur le qui, éventuellement le pourquoi, le comment va faire son travail tout seul après. Il va suivre sa route, le comment. Bonne chance à vous, Karine. Merci. Bonne chance et bonne nuit à vous. Et bon questionnement, mais pas trop. Bonne nuit. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Europe 1, nous sommes ensemble encore pendant 1 heure pour parler de vos difficultés de vivre, de vos combats ou encore de vos peurs. La ligne est ouverte au 39 21. Quentin et Corentin sont là et attendent vos appels. Et c'est Fabrice Fougeros qui réalise cette émission. Vous pouvez également réagir, et je le rappelle, à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, en commençant votre texto par le mot nuit, ou nous envoyer un mail sur le site europe1.fr. Je suis là et j'attends vos appels au 39 21. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Eléa. Bonsoir. Vous m'entendez ? Oui, très bien. D'accord. En fait, voilà, j'appelle parce que quand j'ai écouté le reportage du jeune homme qui est passé il n'y a pas longtemps là. Témoignage de Teddy, ouais. Voilà, en fait, et quand il a dit qu'il avait du mal à faire les choses parce qu'il n'avait pas confiance en lui, en fait, je m'y retrouve un peu dedans parce qu'en fait, vous voyez,
en fait, j'arrive pas à avancer dans la vie au niveau que ce soit travail professionnel ou familial aussi. Parce qu'à chaque fois, je doute et j'ai pas du tout confiance en moi. Et à chaque fois, du coup, j'arrive pas à avancer. Et en fait, ça, je sais d'où ça vient. Par contre, c'est que étant toute petite d'ailleurs, je sais que dans ma famille, on me dénigrait beaucoup en me disant « Oh, toi, de toute façon, t'avanceras pas bien loin, t'es une bonne à rien, tu sais rien faire. » Et du coup, maintenant, j'arrive pas à faire grand-chose à cause du fait que j'ai pas de confiance en moi. Vous validez finalement ce que vous avez entendu dans votre enfance. Voilà, et du coup, c'est vraiment le néant, quoi. Ça fait plusieurs crèches dont je travaille et à chaque fois, c'est la même chose. On ne me garde pas parce que j'ai pas confiance en moi ou je suis manque d'assurance, hésitante, douteuse tout le temps. Comme un scénario qui se répète et que vous validez. Et c'est vrai que c'est chiant. Oui, je comprends. Est-ce qu'il y a des petites choses quand même en vous que vous trouvez où vous vous débrouillez bien, ou il y a des éléments de votre vie où vous vous dites non, moi j'aime plutôt bien que je sois ceci ou cela? Non, en fait, j'ai l'impression que maintenant, ça m'handicape beaucoup dans ma vie parce qu'il y a beaucoup de choses que je peux pas faire. Ouais. Et j'ai l'impression de ne pas avancer du tout. Par exemple, quand vous dites qu'il y a beaucoup de choses que je peux pas faire? Quelque chose de tout simple, avoir une relation amoureuse. Ça, c'est très très dur pour moi. Parce que étant plus jeune, à l'âge de 19 ans, en fait, j'ai subi une agression par un oncle. Et du coup, à chaque fois qu'il y a un homme qui s'approche de moi, la seule chose que je vois chez les hommes, c'est que c'est sale, c'est ça, le mot sale, agression, violence. C'est ce qui me vient tout de suite à chaque fois. Oui, c'est un peu normal. Vous avez fait quelque chose, j'allais dire, de ce traumatisme. Vous avez consulté, vous voyez, qu'est-ce que vous en avez fait? En fait, suite à ce qui est arrivé après, j'ai passé 2 ans à l'hôpital quand même, parce que je faisais 49 kilos ou 50 kilos, et je suis descendue à 35 kilos. Oula, ouais. Ouais, voilà. Donc j'ai fini à l'hôpital parce qu'en même temps, je suis quelqu'un aussi, étant petite, j'ai beaucoup caché tous mes sentiments parce qu'on me faisait comprendre que ça servait à rien. Donc j'ai caché beaucoup d'émotions et souvent je le cache beaucoup. Et du coup, en fait, c'est ça, quoi. C'est ça, c'est quoi, je sais plus. Oui, c'est d'arriver à vous rencontrer, en fait, Eléa. Vous, c'est une histoire de rencontre avec vous-même et aussi de paix, parce que vous ayez été agressé, sali, traumatisé n'est pas de votre fait. Vous voyez, ça vous est arrivé et vous n'y pouvez rien. C'est une donnée terrible et dramatique, mais qui est maintenant dans votre vie. Et ne pas vous arrêter à ça. C'est-à-dire continuer à faire, mais à faire avec ça. Ce qui veut dire que Eléa, elle n'est pas la même jeune fille qu'une autre jeune fille. Eléa, elle a une histoire de vie à elle, bien à elle, et douloureuse. Mais est-ce que ça, c'est un empêchement à être? À avancer, c'est ça, en fait, dans la vie? Oui. Oui. Ah ouais, parce qu'il y a en fait, un truc tout bête, quelqu'un qui a énormément de caractère, qui s'approche de moi, je vais tellement avoir peur de cette personne-là que je vais rien dire, que je vais pas rien dire, je veux dire que je vais me laisser faire. Que vous allez vous laisser faire, oui. Et la peur me fiche tellement que je suis incapable d'agir. J'ai même les gens qui tremblent, je me souviens des fois. Ce serait bien, et là, je ne sais pas si vous consultez, vous faites aider en thérapie, mais voilà, vraiment dans votre histoire, d'être accompagné par quelqu'un avec beaucoup de bienveillance et qui vous aide petit à petit à être dans la rencontre avec vous-même pour reposer vos frontières à vous, pouvoir dire non, être en sécurité à l'intérieur de vous-même. Sinon, vous êtes tout le temps en insécurité.
Voilà, ouais, c'est tout le temps ça. Je suis tout le temps en insécurité. Et oui, Ouais. je suis une thérapie avec quelqu'un, Oui. mais et il y a beaucoup de choses que j'ai réussi à régler avec elle. Oui. Au niveau, par exemple, l'alimentation, ça va mieux. Hmm. Mais ce problème-là d'avoir peur des autres, de pas réussir à dire non et surtout ne pas s'affirmer face aux hommes, c'est toujours présent. Et c'est Ouais. vraiment très, très dur Et à vous éviter. continuez ce travail avec cette thérapeute actuellement? Oui. Oui. Donc vous avancez pas à pas. C'est normal qu'il y ait encore Voilà. des choses, voilà, que tout ne se règle pas en une fois, hein, et on vient toujours de quelque part, et donc le trajet, il est depuis lors. Donc vous dites, ben ça va mieux, mais il reste encore des éléments de votre personne, de votre vie à travailler, à assouplir. Pour vous, vous trouvez un peu plus de confort dans votre vie. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que le fait de ne pas avoir confiance en soi, bah, ça me pénalise dans dans tous les domaines, même au niveau du travail. Oui. C'est comme l'autre fois, j'ai passé un entretien parce que je suis auxiliaire puéricultrice et soignante, donc plus auxiliaire puéricultrice en ce moment. Ouais. Et j'ai voulu passer un entretien dans une crèche. Et je me souviens que notre directeur, à la fin de l'entretien, m'a dit « Je ne peux pas vous laisser les enfants parce que vous êtes plus fragile qu'eux. » Ah oui, ce que vous lui avez montré, c'est ce qu'il en a déduit. Et qu'est-ce que vous avez répondu à ça? Bah, j'étais tellement déstabilisée que j'ai rien dit. Oui, oui. Alors que, vous Et, voyez, typiquement, Eléa, ben, c'est parce que j'allais dire, votre fragilité, vous la portez comme un fardeau, alors alors, qu'elle peut c'est être, vrai. voilà, alors qu'elle pourrait être une force et avec un peu d'humour lui répondre, mais il n'y a rien de plus fragile qu'un bébé. Je crois qu'on s'entendrait justement très bien entre nous. Mais en fait, c'est Ah parce ouais. que vous ressentez ce que vous vivez comme une honte, comme quelque chose que vous ne devriez pas être. Or, vous êtes ça. Vous voyez, tout votre travail, là, Eléa, ça va être là dans les mois, les années qui viennent, de travailler à l'acceptation de vous-même. Parce que c'est dans l'acceptation que vous trouvez la confiance. Parce que dire j'ai pas Ah confiance ouais. en moi, bon, il n'y a aucun magasin, aucun endroit où on va aller acheter ou chercher une confiance en soi. Mais on la construit. Ouais. Ça peut être long de la construire, selon certaines Ah histoires ouais. de vie. Mais on la construit dans le fait qu'on s'accepte. Oui, ben, vous avez des fragilités, des vulnérabilités, parce que ben, vous avez une histoire de vie douloureuse. Mais dans le fait d'accepter ça, d'accepter cette jeune fille, pas forcément très sûre d'elle, vous allez voir que vous allez gagner énormément en sûreté de vous, parce qu'en sécurité. Parce que vous Ah ouais. acceptez, c'est dire, bah, si je m'accepte, je suis en sécurité avec moi. Puisque je sais qui je Mhm. suis, je suis bien cette personne-là. Vous n'allez pas pouvoir Ouais. être une autre. Ce qui fait perdre la confiance en soi, c'est s'imaginer qu'on devrait être quelqu'un d'autre. Tant que vous, Eléa, vous dites, oui, mais je devrais pas être comme je suis. Et je devrais être quelqu'un d'autre. Je devrais être une jeune fille, je sais Plus pas, d'assurance, moins vulnérable. voilà, qui assure. Vous savez, les médias, la vie d'aujourd'hui est difficile parce que, comme le dit Olivier le patrouilleur, on est dans un monde où il faut toujours être au top, parfait, où la confiance est obligatoire. Et il a raison, il dit c'est une pression énorme. Et en fait, il ajoute que vous êtes un peu prisonnière de vous-même et surtout victime. Il vous souhaite du courage pour trouver la voie de vous retrouver. Mais c'est très important pour vous de faire la paix avec vous en disant, ben oui, je suis comme ça. Et vous l'auriez déstabilisé, par exemple, ce directeur de crèche en lui disant, ah oui, c'est vrai, vous me trouvez comme ça, très fragile, très vulnérable. Bon, c'est possible, mais ça veut dire qu'on s'entendrait bien je m'entends bien avec des petits-enfants qui sont la fragilité même, puisque très dépendants. Ouais, ouais. Et là, Et je dans pense. cette acceptation de vous, vous le déstabilisez complètement. Alors qu'en Ouais, ouais. étant, oh là là, c'est une honte, il a vu que j'étais fragile, c'est horrible, du coup j'ai pas le poste, bah vous lui donnez raison dans sa vision et vous ne défendez pas qui vous êtes. C'est juste qui vous êtes, c'est comme ça. Il prend ou il prend pas après. Ouais, c'est vrai ça. Et ça, c'est quelque chose aussi de très difficile de réussir à répondre aux autres. Oui. Ouais. Et je sais toujours. pourquoi en fait. Oui, parce c'est que. à cause de la vie familiale que j'ai eue, parce que quand on est enfant, ça je l'ai appris aussi dans mes études, quand on est enfant, on a besoin d'avoir
de se sentir aimé, de se sentir valorisé pour pouvoir avoir la sécurité et la confiance. Et en fait, moi, ma famille, quand je pense à ma famille, c'est violence. J'ai toujours vécu dans un terrain de violence. Ouais. Un tel se battait contre un tel, l'école, c'était les autres qui me tapaient dessus, c'était tout le temps comme ça. Alors que c'est pas vous. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, et c'est ce que j'entends dans votre voix douce, dans votre envie de vous occuper de la petite enfance, qui est la douceur même, c'est que votre chemin de vie, c'est sortir de ce cadre de violence dans lequel vous avez grandi pour dire, moi, mon besoin d'être, c'est la douceur, c'est la tendresse, c'est la joie, c'est quelque chose de très doux. C'est pas être fragile, ça. Ça, c'est votre voix à vous, Eléa. Parce que justement, vous venez d'un endroit de violence dont vous voulez absolument sortir. Et c'est très courageux. Des fois, je me demande, l'autre jour, j'ai douté, je me dis, si ça se trouve, c'est moi qui colle pas au métier, si ça se trouve, je devrais peut-être changer de métier, parce que chaque fois, on me dit la même chose. Mais finalement, c'est peut-être quelque chose que je dois combattre. Pas combattre, accepter. Accepter d'être dans ce métier-là pour une très très bonne raison, qui est celle de ne justement pas être dans un univers de violence, mais dans un univers où on prend soin. Et sans doute de prendre soin des enfants, parce que vous, enfants, on n'a pas pris soin de vous. On répare, vous savez, dans nos vies professionnelles et nos métiers et nos passions et nos engagements, on va chercher des éléments pour réparer, pour donner du sens. Tout a un sens et vous n'avez pas choisi par hasard votre voie. Et comme dit un auditeur ou une auditrice, si vous avez eu votre diplôme, c'est que vous en êtes tout à fait capable. Ouais, donc c'est plus la façon, le caractère que j'ai en fait. Plus une histoire d'accepter, parce que dans l'acceptation de votre choix, de qui vous êtes, que d'être d'accord avec la douce jeune fille que vous êtes, c'est merveilleux d'avoir la douceur que vous avez avec des petits enfants. Au moins, on peut être sûr qu'en crèche, on peut vous confier un enfant, vous n'allez pas être violente ou il va pas vous agacer par ses pleurs, vous allez avoir de la patience, vous allez lui donner de l'amour que vous n'avez pas eu. Oui, ça c'est vrai, et des fois ça me fait tellement de peine quand je vois que étant enfant, j'ai pas eu tout ça, parce que je me dis, maintenant si je suis comme ça, c'est un peu à cause de la façon dont j'ai vécu étant enfant à cause des autres. Et je me dis, si j'avais pas vécu tout ça, je serais comme les autres. Je sais que quand je dis à ma psychologue que je veux être comme les autres, je veux être normale et pas différente, elle me dit, faut pas dire ça, vous êtes normale. Elle n'arrête pas de me dire ça d'ailleurs. Que je suis pas différente. Non, vous êtes vous. Vous êtes pas, vous êtes forcément différente des autres, et heureusement, on l'est tous. Chacun est complètement différent. On est tous autres de quelqu'un. Mais ça fait pas, ça fait pas de nous des monstres. Ça fait de nous des personnes singulières. J'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup aidée, que je continue en ce moment. C'est que pour travailler les émotions, la confiance en soi, parler assez fort, tout ça. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à cet endroit-là, c'est le seul endroit où je m'en sens bien. J'ai pas on me regarde bizarrement, ou j'ai les autres qui me regardent. Et c'est quand je vais à mes cours de théâtre amateur. Ah oui. Et là-bas, c'est bizarre. Là-bas, j'arrive à faire des choses que je fais pas dans la vie de tous les jours, parce que je me sens à l'aise. Donc peut-être que je me dis que c'est pas moi qui suis sur la scène. Donc peut-être que je m'autorise des choses que je m'autorise pas dans la vie de tous les jours. C'est que vous arrivez à rentrer dans le costume d'un personnage. Et ce personnage est une protection parce qu'il vous donne un cadre, vous le connaissez. Vous tombez en amitié avec ce personnage et du coup, ça vous autorise plein de choses. Alors, ce serait intéressant en thérapie de travailler ça, de vous travailler vous-même comme un personnage. Imaginez que vous ayez à jouer Eléa dans la vraie vie. Pourriez-vous dire ça à vos prochains entretiens? Ouais. D'imaginer que le rôle de votre vie, ça va être de jouer Eléa. Et c'est qui Eléa? Donc pour jouer un personnage, vous êtes un peu obligé de comprendre sa psychologie, sa personnalité, son caractère pour lui donner du corps sur la scène. Il y a un texte et puis ce personnage est dans une histoire et vous devez lui donner un contour. Dites-vous, moi je suis le personnage d'Eléa, je vais chercher un travail. Et comment j'imagine que cette Eléa, elle doit jouer son rôle? Comment elle va prendre sa place? Donc je vais l'aider, je vais me mettre dans sa peau, puis je vais la jouer. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez?
Faut que j'essaye, faut que j'y arrive, c'est surtout ça. Il suffit qu'après, j'ai un homme qui fasse 2 mètres, qui soit très baraqué. Là, je vais plutôt me cacher dans un tout petit trou de souris. Parce que ça vous rappelle de mauvais souvenirs. Oui, ça me rappelle que j'ai voulu essayer de cacher cette sensibilité et cette fragilité. Et j'y arrivais, j'avais beaucoup de mal à y arriver, mais j'y suis arrivée quand c'était une femme qui était à peu près à ma taille. Mais après, quand c'était un homme de 2 mètres qui arrivait face à moi, là, j'avais plus rien. Là, je me suis cachée dans un trou de souris parce que j'arrivais pas. J'arrivais pas. Et il suffit qu'il y ait un homme qui s'approche de moi, au lieu de voir l'homme en lui-même. Oui, vous avez peur. Voilà, encore. je revois tout ce qui s'est passé à la session. Ouais, ce serait important d'en parler avec votre thérapeute ou de faire peut-être. Vous voyez, il y a le MDR, il y a des pratiques de trauma ou de post-trauma, parce qu'il y a encore, le traumatisme, il est encore bien vivant chez vous. Et ce serait important de travailler. Oui. C'est pour ça que la nuit, je dors très très mal. Je dors très peu et quand je dors, je me réveille en sueur parce que j'ai ces flashs qui sont très présents dans la nuit. Il y a René qui demande, vous faites une thérapie de quel type, vous savez ? Juste une thérapie où la psychologue, je parle et elle prend des notes et elle me pose des questions. D'accord. Parlez-lui, peut-être elle est formée, elle, ou elle peut vous indiquer quelqu'un, tout en continuant les séances avec elle, mais faire quelques séances de MDR, qui est par les yeux et qui est très, très... j'ai la parole, c'est un système qui touche au cerveau pour décrocher les traumatismes. Ça, ce serait vraiment important parce qu'il reste chez vous. Moi, j'entends encore beaucoup le trauma est encore très vivant dans ce que vous racontez et vous auriez vraiment besoin d'être aidé là. Pour lâcher ça. Et ça veut dire quoi, MD ? Alors c'est anglais, c'est une traduction anglaise et en fait c'est une réponse en fait par les yeux. Donc c'est une technique qui a été mise au point avec des chercheurs en neurosciences aux États-Unis et qui aujourd'hui est assez répandue en France et qui est très très aidant dans les traumas. Vraiment très approprié à ça. D'accord, parce que je sais que là, si je continue en étant dans cet état-là, je sais que j'arriverai jamais à faire à fonder une famille parce que c'est vraiment, j'ai vraiment très très peur, quoi. Il suffit d'avoir un homme en face de moi, je suis pas bien, quoi. Oui, j'entends que c'est handicapant pour vous. Donc et travailler un trauma, c'est repasser par l'endroit du trauma pour le lâcher parce que c'est un passé qui est trop présent. C'est au lieu que le passé appartienne au passé, votre passé il est dans votre présent. Quand vous dites quand je vois quelqu'un, tout revient. C'est ça un trauma. C'est un événement du passé qui ne passe pas et qui s'inscrit dans un présent. Et donc, comme il ne peut pas être laissé dans le passé, il vous encombre, il est là, il vous ralentit. Et vous en parlez très bien, vous le ressentez très bien. Oui, ça c'est vrai, oui. Ah oui. Voilà, EMDR, c'est Eye Movement Desensitization and Reprocessing. C'est désensibilisation et reprogrammation par le mouvement des yeux. La traduction exacte de l'EMDR. Il faut juste que je me souvienne du nom. Alors, il y a Élise qui envoie aussi une adresse. Alors, je ne sais pas si vous êtes sur Paris. Il y a, effectivement, elle a raison, il y a le Centre pour les traitements traumatiques rue de Saussure dans le 17e. Voilà, il y a des centres de traitement du trauma. Oui, moi, je suis sur Cergy. D'accord, sur Paris, si vous pouvez aller sur Paris. Parlez-en quand même avec votre thérapeute, peut-être que vous êtes en travail avec elle. Mais voilà, là vous avez vraiment quelque chose de très précis à retravailler ou à travailler pour vous. Oui, c'est vrai, oui. Bon courage à vous, Eléa. Merci beaucoup. Bon courage. Merci de nous avoir appelés. Bon courage. De rien. Au revoir. Au revoir. Bonsoir Florence. Bonsoir Sophie. Alors moi je vous appelle parce que j'aimerais parler d'amitié ce soir avec vous. Et plus précisément peut-être d'une éventuelle rupture d'amitié. Ah, c'est terrible ça. Oui, plutôt difficile. Je crois que c'est beaucoup plus difficile qu'en amour. Je vais essayer d'être un peu synthétique pour expliquer, pour en venir rapidement aux faits. C'est une amie que je connais depuis entre 10 et 15 ans, je n'ai plus la date précise. C'est une histoire d'amitié assez forte, on est très complices. Elle fait partie de mes meilleures amies, mais je me rends compte qu'aujourd'hui, elle m'agace. Et depuis
déjà plusieurs années. Et que c'est une fille qui a eu un parcours de vie assez difficile. Donc je mettais ça un petit peu sur le dos d'un parcours d'une enfance difficile et voilà, pas très heureuse. Donc j'excusais pas mal de choses. Mais j'ai l'impression, en fait, c'est peut-être pas elle qui a changé, mais c'est moi. Parce que j'ai fait un travail sur moi, j'ai vu un thérapeute, etc. Et c'est une fille, en fait, qui se plaint tout le temps. Et je trouve ça extrêmement plombant. Moi qui essaye plutôt de voir la vie du bon côté malgré les mauvaises choses. Pour parler de cas très concrets, c'est vrai que je trouvais jusque-là qu'elle avait des raisons de se plaindre, de sa vie professionnelle qui était précaire, de sa vie sentimentale qui était encore plus précaire. Elle n'a pas d'enfant, c'est une fille qui a un peu plus de 40 ans aujourd'hui. Donc voilà, deux choses un peu difficiles. Et je me suis dit, bon, peut-être que quand les choses vont un peu s'améliorer, son état d'esprit va changer, mais en fait, non. Elle a rencontré quelqu'un il y a quelques mois, je l'ai rencontré aussi, son amoureux, quelqu'un d'adorable. Alors là, elle s'est pas plainte de lui, parce qu'effectivement, elle n'avait pas matière à. Et puis elle est tombée enceinte. Donc tout était 41 ans, donc l'enfant un peu inattendu, inespéré, donc elle est très heureuse. Mais même malgré ça, elle continuait à se plaindre. Et moi, à chaque fois, on échange surtout par texto, parce que la chance que j'ai, on va dire, c'est que lui est étranger, donc elle est souvent à l'étranger avec lui. En plus, c'est une personne, son nouvel ami, qui a plutôt une situation confortable professionnellement, enfin, voilà, qui est plutôt à l'aise, donc ce qui fait qu'elle est presque plus obligée de travailler, ou qu'elle travaille d'ailleurs presque plus aujourd'hui. Et donc ça, voilà, la situation précaire professionnelle, du coup, ne se posait plus. Et le moindre truc, enfin là, ça m'agace terriblement, et parfois, on échange par texto, donc même si c'est parfois pas évident de mettre de l'émotion dans les textos, mais elle doit le sentir, parce que je suis pas toujours très diplomate. Un exemple très concret, elle a fait une sorte de benchmarking des maternités pour savoir où ce serait le mieux d'aller. Alors bon, évidemment, sur les paris, il y en a un paquet qui sont plutôt pas mal, donc elle avait tout étudié. Enfin, elle fait ça pour absolument tout. Elle fait ça pour un four à micro-ondes, elle fait ça pour... Alors, tout ça, ça m'agace terriblement. Donc je lui dis. Et là, en fait, récemment, enfin aujourd'hui, je me suis dit, ça fait un moment que j'ai pas de nouvelles. Alors, comme je sais qu'elle est enceinte, alors voilà, à peine enceinte, déjà, elle m'a dit, mais si ça se trouve, c'est un œuf clair. Je savais même pas ce que c'était. Moi, j'ai eu 2 bébés, j'avais jamais entendu parler de ce truc-là. Alors, elle me dit après, oui, mais tu te rends compte, sexuellement, ça risque de changer quelque chose avec mon nouveau conjoint. Oui, peut-être. Mais je lui dis, tu le voulais, ce bébé? Enfin, je comprends. Voilà. À chaque fois, il y avait des choses qui font que elle trouvait toujours la chose négative. Donc je lui disais souvent, mais arrête de voir le côté négatif. Donc elle devait sentir mon agacement, puis elle changeait de sujet assez rapidement, mais je sais qu'au fond d'elle, elle continuait j'en sais rien, c'est ma perception des choses, mais je me dis, si ça se trouve, voilà, elle continuait à avoir encore le truc négatif. Et là, aujourd'hui, il y a eu un événement assez traumatique, donc à un moment, je me suis dit, je vais quand même prendre de ses nouvelles. Il y a eu des rebondissements où elle a fait une écho beaucoup trop tôt, donc on n'entendait pas le cœur du bébé. Donc finalement, elle a fait une écho quelques jours après, on entendait le cœur du bébé. Et puis là, donc j'ai envoyé un petit texto aujourd'hui, parce qu'il y avait un an, on a été à une fête ensemble, donc je lui dis, tiens, j'ai vu machin, on a pensé à toi. Et elle me répond quelques heures après, désolée, ça a été un peu difficile, j'ai perdu mon bébé à 12 semaines de grossesse. Et je me suis dit, mince, elle en a tellement parlé de ce truc comme une d'éventuelle... à chaque fois, il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ce bébé. Alors après, moi, je sais pas. Bon là, du coup, j'ai fait preuve d'empathie. J'ai vraiment eu de la peine pour elle. J'ai jamais vécu ce genre de choses, mais j'ai des amis qui l'ont vécu, des fausses couches. Je sais à quel point ça peut être traumatisant pour une femme. Donc j'en ai un peu discuté avec elle. Je sais qu'elle sera sur Paris la semaine prochaine et que je vais la voir. Donc cet événement, pardon d'être égoïste, mais ne facilite pas la rupture. Je sais pas si on peut parler de rupture en amitié, mais de chemins qui en tout cas se séparent. Et je suis un peu, là, face à cet événement-là, je suis en difficulté aujourd'hui. Oui, j'entends, vous dites je suis en difficulté. J'ai l'impression qu'elle vous met en échec d'amitié, comme si vous serviez à rien, alors que vous avez plein de possibles qui s'ouvrent à vous dans cette relation si vous y tenez, parce que vous avez affaire à une amie qui est excessivement angoissée dans ce que vous me décrivez, les benchmarks dans tous les sens, elle est ultra angoissée et elle en est tellement angoissée, voilà, je sais pas si c'est ça qui l'a amenée à perdre son bébé, mais elle c'est une hyper anxieuse pour qui ça va jamais, et j'entends plus de l'hyper-anxiété que du Calimero, c'est-à-dire c'est pas tant du mode victime que de l'hyper-angoisse, quoi. Qu'est-ce qui... et vous, est-ce que vous avez le sentiment que
vous avez des difficultés à la rassurer et à ce qu'elle soit moins angoissée, ou elle est tellement dans l'angoisse que vous, ça vous étreint, ça vous étouffe, vous savez pas quoi en faire? Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que j'ai du mal à gérer ça parce que moi, j'ai pas un tempérament angoissé. Alors peut-être que je suis un peu dure, mais je le suis certainement beaucoup moins. Je suis beaucoup plus dure en tout cas que votre précédente auditrice. Mais moi, je veux bien faire preuve d'empathie et de bienveillance quand pour moi il y a des vrais sujets en face. Là, effectivement, il y a un vrai problème aujourd'hui. Ça m'a fait énormément de peine quand je l'ai appris. Ah, mais je vous arrête tout de suite, Florence. C'est quoi les vrais... Vous voyez, vous dites, oui, je veux bien faire preuve d'empathie quand il y a des vrais sujets. Genre, il y a un vrai drame ou il y a un décès. Là, j'ai de l'empathie. Mais quelqu'un qui souffre, c'est quoi le vrai... parce qu'il y aurait des faux drames dans la vie des êtres humains. Chacun a un vrai drame intérieur à vivre. Après, effectivement, on peut être... C'est très intéressant l'agacement que vous avez. Quand je dis c'est très intéressant pour vous. Parce que dans ce qui nous agace chez l'autre, alors il y a quelque chose qui va peut-être vous faire sauter au plafond, mais en psychologie, on voit souvent que ce qui nous agace chez l'autre, c'est quelque chose qu'on supporte pas chez nous. C'est-à-dire que l'autre nous renvoie à quelque chose de nous qui est insupportable. Et peut-être que cette jeune femme à qui beaucoup de malheurs arrivent ou sont arrivés, et là encore un gros malheur aujourd'hui, malgré qu'elle avait trouvé un peu de réconfort dans sa vie, c'est un peu la goutte d'eau pour vous qui fait déborder le vase du style, il lui arrive encore un truc énorme, ras-le-bol, quoi. Mais comme si tout ce qui lui arrive et son hyper-anxiété vient, comment dire, taper chez vous, enfin, vous voyez, cogner chez vous à quelque chose que vous ne voulez pas regarder, comme si vous vous durcissez encore plus. Elle vous fait vous durcir encore plus, cette amie-là. Parce qu'il y a une protection. Alors, qu'est-ce qu'elle toucherait d'un peu fragile chez vous si elle perçait là une carapace que vous avez? Je sais pas, justement. Ce que vous dites me paraît parfaitement cohérent et me fait pas sauter au plafond. Bon. En revanche, donc très bien, mais en revanche, je vois pas du tout. Je vois pas du tout. Peut-être que je me dis, mince, c'est moi, quoi. Ah, voilà, super. Alors ça, c'est une vraie bonne réponse. Mince, c'est moi. J'en ai marre de... Moi aussi, j'ai des problèmes. Moi aussi, je peux être angoissée. Finalement, elle s'occupe jamais de moi. Elle m'écoute jamais. Alors, c'est pas vrai. Alors, pour être tout à fait honnête, non, c'est pas vrai. Elle est assez empathique. Elle fait. Alors là-dessus, c'est une de ses super qualités. Je pense que c'est une des choses que j'apprécie vraiment chez elle. Pour l'empathie et la bienveillance, elle est super. C'est quelqu'un qui est de bon conseil, qui le dit d'ailleurs. Je suis de bon conseil pour les autres, mais pour moi, je suis parfois pas très bonne. Elle est toujours très juste dans les conseils qu'elle peut apporter aux autres. Mais parfois, ce qui m'agace, c'est qu'elle va demander conseil à moi ou à un petit groupe d'amis qu'on a en commun, des amis que je lui ai présentés, des amis à moi. Et on s'est dit la dernière fois avec un ami proche, de toute façon, on lui demande des conseils. On a l'impression qu'elle sait déjà pertinemment ce qu'elle va faire avant ce fait-là dramatique. D'accord. Et qu'elle demande ce conseil juste pour voir ce que nous, on en pense. Mais on a parfois l'impression, j'ai parfois le sentiment que c'est une fausse angoissée sur certains aspects. Ouais, elle n'écoute pas les autres, en fait. Non. Elle vous écoute pas. Et ça vous blesse, en fait. Vous dites, à quoi bon elle me demande tous ses conseils, finalement, elle m'écoute jamais. Parce que j'ai l'impression de perdre mon temps. J'en ai pas tellement. Ouais. Elle me fait perdre mon temps, du coup. D'accord. Oui. Mais moi, j'ai pas de problème si elle a pas envie de me demander conseil. Très bien. Enfin, je suis pas spécialement toujours de bons conseils. Ouais, non, mais ça vous blesse, vous voyez, du coup. Oui. Parce que j'ai l'impression d'être prise pour une imbécile. D'être manipulée. Oui, je comprends. Et est-ce que ça, vous lui avez déjà dit? Presque comme vous me le dites là. Non, j'ai jamais osé parce que je sais... Pourquoi? Je pense que j'aurais peur de pas faire preuve d'assez de diplomatie. Ah. J'ai peur de la blesser parce que comme c'est quelqu'un qui a été déjà beaucoup blessé par le passé, alors là avec cet événement-là, là ça me... Oui, pas tout de suite, mais par le mode des questions, souvent on peut arriver à dire les choses. C'est pourquoi, mais lui dire voilà, je t'adore, on a une longue amitié et tout, mais alors moi il y a un truc que je comprends pas et qui m'agace prodigieusement, c'est pourquoi tu me prends tant d'avis pour ne jamais écouter le mien. C'est vrai que franchement, par moments, j'avoue, ça me vexe un peu, ça me fait de la peine, parce que j'ai l'impression que ça me donne. Oui, dit aussi simplement que je vous le dis là. Mais pourquoi tu fais ça, finalement? Peut-être là, elle va vous donner une réponse. Et quant à l'empathie, effectivement, et Renée a raison de le souligner, elle dit l'empathie n'est pas le partage émotionnel. C'est effectivement pas le partage émotionnel, c'est la capacité
de vivre la douleur de quelqu'un sans pour autant la vivre soi-même. C'est ça l'empathie. C'est arriver à être chez l'autre tout en restant chez soi d'une certaine manière. C'est-à-dire je comprends, je suis en empathie, je comprends la douleur, je peux même arriver presque à la ressentir, mais je ne la vis pas. Ce n'est pas la mienne, c'est bien celle de l'autre. Et ça, je pense, en vous entendant en parler, que vous en avez les capacités, mais je crois que vous la refusez pour la raison que vous venez de donner là, et qui est très juste de dire, mais à quoi ça me sert puisque je me sens niée? En fait, ça vous rend triste. Vous en êtes prête à vous... Oui, il y a quelque chose de blessé chez vous. Dire, avec toute l'empathie que je peux développer, je vais me sentir niée, en fait. C'est un peu comme si vous étiez niée dans cette relation d'amitié. Oui, bien sûr. Je pense que c'est ça, parce que c'est vrai qu'effectivement, c'est une amitié ça a été une amitié très très forte. C'était dès que j'avais un souci, c'était la première personne que j'appelais, c'était la première personne que j'allais voir. Je crois que c'est peut-être celle à qui je me suis le plus confiée durant toute ma vie. Et je sais que c'est quelqu'un de confiance. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, alors je sais pas. Puis en plus, il y a une autre chose qui m'agace chez elle, c'est que je la trouve radine. Alors un exemple très concret, c'est quelqu'un qui est très branché sur la psychologie, le coaching, qui lit plein de bouquins là-dessus, qui m'a fait, qui s'intéresse à plein de choses de ce style-là, et qui m'a fait du coup intéresser à plein de choses, comme la systémique par exemple, qui m'a un peu initiée à ce genre de choses. Et on parle de quand elle va voir pour elle quelqu'un, un thérapeute, notamment par rapport à son passif et son enfance difficile, elle va regarder un psychiatre qui est remboursable. Enfin, je ne sais plus quel est le terme, pardon. Oui, qui est remboursé, oui, bien sûr. Qui est remboursé. Alors, pourquoi pas? Ça peut être conventionné, oui. Oui, conventionné. Merci, je cherchais le terme. Pourquoi pas dans l'absolu? Mais c'est souvent du bouche à oreille. C'est pas vous que je vais prendre ça. Et c'est souvent quelqu'un qui va dire, moi, je connais quelqu'un, un bon thérapeute ou un bon hypnothérapeute. Enfin, moi, je suis très très branchée hypnose aussi. Enfin, je crois beaucoup en cette méthode. Et elle ne va pas le faire parce que, ça va coûter de l'argent. Enfin, oui, ça coûte de l'argent, mais en même temps, je trouve ça tellement important. Et elle en a vu plein, des thérapeutes, des psychiatres. Et j'ai pas le sentiment qu'elle ait beaucoup avancé, notamment dans ses angoisses. En revanche, quand elle a trop d'angoisse, ces personnes-là n'hésitent pas à prescrire des antidépresseurs, des anxiolytiques. Moi, cette chose-là, voilà encore quelque chose qui va m'agacer chez elle. Et elle prend des médicaments, justement? Oui. Oui. Ouais, de temps en temps. Pas tout le temps, parce qu'elle sait... elle connaît les effets négatifs et secondaires, et elle veut surtout pas être dépendante à ce genre de... Mais moi, ce que j'entends là dans ce que vous dites, c'est que ce qui vous agace, c'est que elle fait pas comme vous, elle ne croit pas comme vous. Oui, et du coup, encore une fois, on en revient un peu à ce qui vous blesse, c'est de dire, mais comment c'est mon ami et comment ça se fait que moi je fais ça? Oui, vous me dites, moi je fais ça, moi je fais comme ça, voilà. Oui, et elle, pourtant, elle est branchée là-dessus et tout, elle devrait savoir. Et du coup, pourquoi elle fait pas comme moi? Et ça crée un fossé, une distance entre vous. En plus, distance qui effectivement s'agrandit par la vie parce que vous êtes maintenant des adultes et que vous faites des choix beaucoup plus forts. Enfin, voilà, et avec des convictions plus profondes à mesure que la vie avance. Peut-être que ce qui pourrait vous aider, Françoise, dans cette amitié, c'est d'arriver à l'apprécier. En étant ce qu'elle est, tout en étant très différente de vous, de faire grandir, parce que votre amitié, on la sent encore très ancrée dans la jeunesse, dans l'enfance. On fait tout pareil, on se confie tout, on partage beaucoup de choses. C'est vrai, c'est ça. Mais l'amitié est aussi une immense richesse dans les différences. On s'apprécie, on s'aime parce que justement on pense pas les mêmes choses, on fait pas les mêmes choix de vie, on n'est pas sur les mêmes axes, et ça nous crée de la richesse parce qu'on se confronte l'une à l'autre, on peut discuter, ne pas être d'accord, c'est de la richesse, ça. Mais ça, c'est faire grandir votre relation. Parce qu'au début, vous m'avez dit, moi j'ai changé, peut-être comme j'ai fait un travail sur moi, j'ai tellement changé que la relation n'a plus lieu d'être, mais vous
moi j'ai le sentiment, on se blesse en quittant comme ça c'est fort, hein, l'amitié c'est un lien fort, c'est une histoire de vie, c'est des gens qui nous accompagnent dans l'histoire de vie, et essayer de travailler sur cette relation et même faire un travail là pour le coup sur vous-même par rapport à elle, de dire ok, on n'a pas, c'est pas parce qu'on n'est pas pareil, qu'on n'a pas le même chemin, les mêmes idées, qu'on aime les mêmes choses, qu'on ne peut pas s'entendre. Au contraire, d'ailleurs, regardez la paix dans le monde et l'humanité, elle est bien dans le fait de pouvoir s'entendre et se parler, malgré nos différences de couleur de peau, nos cultures, nos origines. Oui, c'est sûr. Sinon, on serait tous tout le temps collés les uns aux autres dès lors qu'on se ressemble et qu'on pense tous la même chose. Mais on progresse pas dans la vie si on est là-dedans, en tant qu'individu. Oui, si on est tous semblables, oui, effectivement, ça serait pas très... Même nos pensées, le fait de pas, entre amis, se dire, ok, sur un sujet, on n'est vraiment pas d'accord, et pouvoir ne pas être d'accord tout en maintenant le lien, elle est là la force de l'amitié. Oui. C'est ce que raconte très bien, si vous aimez lire, Françoise, je pense à ça, je pense à Aristote, Éthique à Nicomaque, c'était son super copain. Il a énormément, Aristote, écrit sur l'amitié, et donc il a écrit Éthique à Nicomaque, où il parle avec des mots, et ça pourrait vous aider à comprendre des choses, et vous tapez sur Google, vous verrez, il y a plein d'extraits. Oui, je vais aller voir. Et il en parle de façon un peu comme de l'amour, justement, de cette différence, de cette confrontation, du fait que l'autre nous échappe parce qu'il est différent, mais en même temps qu'il est intéressant parce qu'on y trouve un regard sur soi. Vous voyez, quand je vous disais ce qui nous agace chez l'autre, souvent ce qu'on n'aime pas chez l'autre, c'est ce qu'on n'aime pas chez soi. Alors, c'est caricatural dit comme ça veut pas dire, vous voyez, quand vous me parlez de radinerie, là, ce que vous aimez pas chez vous, c'est elle vous renvoie à une limite, justement, de dire, mais enfin, pourquoi elle est pas comme moi? Pourquoi elle fait pas les choix comme les miens? Parce que moi, je fais des bons choix, je trouve, et comme c'est mon amie, je voudrais qu'elle fasse les mêmes choix que moi. Bah non. C'est pas tant jusque-là de se dire, je pense pas spécialement faire les bons choix. Je pense que c'est une rencontre avant tout, un thérapeute qui soit conventionné ou pas. Ouais. Mais j'ai l'impression, et même elle le dit, qu'elle ne progresse pas et que son angoisse, malgré le petit copain, même presque futur mari, parce que je crois que même qu'ils ont un projet mariage, ce dont elle a toujours rêvé, il est très présent, il assure, elle m'en parle que puis je l'ai rencontrée, j'ai vraiment eu un très bon feeling, et je suis ravie pour elle parce que je trouve qu'elle le mérite. Et je me dis, mince, malgré ça, avant l'événement traumatique d'aujourd'hui, l'événement difficile, je me dis, mince, elle a un super mari, c'est chouette, quoi. Et de temps en temps, je lui glisse. Et ça continue à chercher le petit truc qui va faire que ça déconne. Le petit truc qui va faire que j'ai l'impression qu'elle aime qu'on la plaigne. Alors moi, je crois que c'est un truc que je supporte pas chez les autres. Ouais, elle cherche à faire son malheur. Et vous, vous supportez pas parce que vous battez contre. Vous battez pour pas tomber dedans. Oui. Vous lui avez dit ça toujours sur un ton d'humour en disant c'est quand même. Alors évidemment, c'est pas le moment aujourd'hui, hein. Oui. Mais voyez, d'arriver à dire les choses, parce que j'ai aussi le sentiment que dans cette relation, ça vous pèse parce qu'il y a beaucoup de choses que vous n'arrivez pas à dire, et donc vous subissez un peu des choses d'elle, et du coup un peu ras-le-bol, quoi. Il arrive à être tellement sensible que les fois où je lui dis des choses, elle en avait les larmes aux yeux. Alors là, du coup, moi, je me sentais vraiment mal. Il y a eu un souci avec une copine à moi où je les avais présentées, et puis elle avait fait un truc pas super cool, mais c'était pas de sa faute. Enfin, je passe les détails. Et à un moment, je lui dis, bah oui, tu l'as foutu dans la merde, mais bon, c'est fait. Elle me dit, me dis pas ça. Je crois qu'on était pas. Mais elle me dit pas ça, ça me fait pleurer. Oui, bon. Oui, je te dis pas ça, mais enfin. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, c'est. Oui. C'est pas mon objectif non plus. J'ai pas envie. Non. C'est bien sûr, c'est pas votre objectif. Bah, désolée, j'ai peut-être été maladroite, mais qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Et c'est toujours qu'est-ce qu'on peut faire de ça ensemble. Mais c'est vrai, pour le coup, par exemple, de la comparaison des hôpitaux, on en a parlé. Là, c'était de vive voix, on se voyait. Je dis, mais moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui a fait un truc pareil, quoi. Je te rends compte. Et par exemple, pour le coup, où elle me disait oui, mais où elle avait peur que ça change quelque chose sexuellement avec son nouvel ami. À un moment, je lui dis, mais tu le veux, ce bébé? Enfin, elle me dit oui, parce que ma copine, elle m'a dit que ça a complètement changé sa vie sexuelle. Oui, elle s'angoisse. Oui. En fait, elle a tout le temps besoin d'être rassurée.
Oui, mais j'ai l'impression que de toute façon, ce sera jamais assez. Ah, que c'est un puits sans fond et que vous n'arriverez jamais à la rassurer. Oui, et que du coup, ça me plombe, moi, en fait. J'ai l'impression de dépenser beaucoup d'énergie. Mais moi, je sens que vous êtes très, très liés. Vous subissez beaucoup parce que vous n'arrivez pas à trouver votre liberté face à elle. Et que du coup, c'est très envahissant pour vous. Si vous lui dites, parce qu'en fait, vous répondez sur ce qu'elle envoie, alors vous pourriez vous situer juste un peu à la frontière ailleurs, sans du tout la malmener, mais en riant avec elle, vous voyez, ou en lui disant, mais est-ce que tu as besoin de te rassurer? Et tu as besoin que je te rassure? De la questionner sur où vous vous situez dans ces cas-là. Quand tu me dis ça, c'est parce que tu aurais besoin que je te rassure? Ah bah oui, tiens, voilà. Ou non, pas du tout. Je dis ça comme ça. Enfin, je sais pas quelle va être sa réponse. Décalez-vous un tout petit peu, parce que là, vous êtes un peu comme dans sa roue. Et donc, vous êtes entraîné dans son système. Et je pense que c'est pour ça que vous avez envie de couper le lien. C'est que c'est trop pour vous. Et puis j'ai le sentiment que c'est beaucoup pour d'autres copines à elle, parce qu'elle me dit ma fille, j'ai plus trop de nouvelles d'elle, je sais pas ce qui se passe. Même parfois, elle a une sœur qui parfois ne lui donne pas trop de nouvelles non plus. Et j'ai le sentiment de pas être la seule là-dedans. Mais c'est peut-être pas, je sais pas, parce que j'en ai jamais vraiment discuté avec d'autres amis, mais c'est elle qui me dit, voilà, je vois plus ma Chine, ou je vois plus un tel, ou j'ai plus trop. Et je me dis, mince, je suis peut-être pas la seule. Je sais qu'elle a une cousine une fois qui a mis un peu les pieds dans le plat et qui a été très très désagréable, et à tel point qu'elle m'a dit, mais t'as vu, ma cousine, elle m'a dit ça, qu'est-ce que t'en penses? Donc ça, c'était il y a quelques années en arrière. Où elle lui disait justement, t'es tout le temps en train de te plaindre. Et c'était à cette époque-là, elle était encore seule, où effectivement je trouvais, c'était encore très subjectif, en tout cas qu'elle avait de bonnes raisons de se plaindre. Je dis, oui, écoute, ta cousine, oui, elle est un petit peu dure, c'est vrai que peut-être t'as tendance à un peu te plaindre, mais je trouvais à l'époque qu'elle avait des raisons qui me paraissaient, moi en tout cas, plutôt objectives, enfin, des vraies raisons, pardon, je reviens aux faux raisons, mais ces raisons me paraissaient valables en tout cas. Mais peut-être que comme sa cousine la pratique depuis bien plus longtemps que moi, parce qu'elles ont quasiment grandi ensemble. Du coup, elle ressentait peut-être cette chose-là encore plus vive que moi. Enfin, d'ailleurs, plus vive, que moi. En fait, qu'elle comment dire, occupe trop l'espace de l'autre avec ses histoires, ce qu'elle vit, ses problèmes. Et en même temps, vous m'avez dit aussi tout à l'heure, mais elle peut être très à l'écoute, avoir des bons conseils, être une bonne amie. Donc elle a bien les deux capacités. En fonction de son état d'humeur et de son anxiété, elle va prendre plus ou moins de place. Oui, exactement. C'est ça. Et plus elle est dans l'anxiété, plus alors elle va prendre beaucoup de place. Oui. C'est exactement ça. En même temps, vous voyez, vous la connaissez bien. Vous savez que c'est une grande anxieuse. Elle a d'ailleurs des traitements de temps en temps pour ça. Donc c'est pas rien non plus. Si en psychiatrie, elle prend pas mal de traitements autour de ça. C'est donc une donnée d'elle, de sa personnalité, que vous ne changerez pas et que vous pouvez estimer à sa valeur. C'est-à-dire que vous n'avez pas vocation à lui ôter son anxiété ou à la traiter. Peut-être vous avez encore un grand projet sur elle de jeunesse, d'aide dans le sens, je peux alors lui faire du bien. Bien sûr, vous pouvez lui faire du bien, mais peut-être pas comme ça, pas en lui supprimant son anxiété, juste en étant dans son écoute, en sachant que elle a aussi, vous me dites, une capacité de vous écouter quand elle est en forme ou en tout cas dans ce qui est possible. Oui, complètement, oui. Mais là, comment justement, il est probable qu'on se voit cette semaine ou la semaine prochaine. Elle devrait rentrer sur Paris quelques jours. Là, je me dis, mince, comment je vais gérer, peut-être juste en étant à l'écoute, parce que là, ça va être très puissant, l'angoisse et le mal-être. De l'accueillir juste dans ce qu'elle a à dire sans la juger. D'accord. Lâcher, ça, ce qui peut vous aider, François, c'est de lâcher l'idée que vous vous faites du comment elle devrait aller. N'ayez aucun ni préjugé, ni idée de comment elle a à vivre ce qu'elle a à vivre ou comment elle devrait le vivre. Parce que peut-être vous avez une certaine idée de ça. Et soyez dans la surprise. Vous n'en savez rien. Comment elle va en parler, comment elle va l'accueillir. Et pendant que vous l'écoutez, prenez tout ce qu'elle vous dit comme si, j'ai presque envie de vous dire, c'est la première fois que vous la voyez, quoi. Comme une découverte. D'abord, ça va vous aider, vous, à prendre du recul, à ne
pas la juger et à faire appel à la créativité qui sera en vous au moment où elle vous dira les choses, c'est-à-dire à ne pas la cadrer dans « ah, elle recommence »,« ah, elle… » Vous voyez, parce que là, vous avez déjà un filtre qui est compliqué et qui vous angoisse rien qu'à l'idée de la voir parler de ça. Vous avez tout le passif. Donc, si vous pouviez faire un peu en recul de ce passif, pour juste l'écouter et en comprenant, en disant, c'est là comme vous dites, c'est un vrai truc. Enfin voilà, il lui arrive quelque chose non mais effectivement, vous avez raison. Un événement vraiment dramatique, surtout voilà un enfant à cet âge-là. C'est là pour le coup l'accueillir dans l'empathie, sans être dans l'ultra émotionnel de consolation, mais en accueillant l'événement pour ce qu'il est. Oui. Oui, en faisant fi, en fait, abstraction de sa personnalité, de ce que je perçois en tout cas de sa personnalité très angoissée et dans la plainte régulière, et vraiment faire fi de ça. Et ça, c'est une donnée. Non, pas faire fi. Justement, c'est l'inverse. C'est de partir de là parce que c'est une donnée de la relation. Et c'est parce que vous savez qu'elle est comme ça que vous savez que comment les choses peuvent se passer et d'accueillir ça comme c'est, en fonction de la personne qu'elle est. Finalement, là, c'est travailler l'acceptation totale et entière de qui elle est, dans la différence avec vous. Oui, elle n'est pas vous. Et elle sera jamais vous, en fait. Oui, c'est sûr. Elle sera jamais comme vous. Mais il y a un lien. Et c'est important. Entendu. Bon courage à vous et bonne rencontre. Et rappelez-nous au besoin, Françoise. Merci Sophie pour mon conseil. Je ne manquerai pas. Bonne semaine. Au revoir. Au revoir. Bonne nuit à tous. Très très belle semaine. Nous on se retrouve vendredi prochain, 23h.